Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leurs projets, mais aussi la réalité de leur quotidien sans artifice. Et cette semaine, je suis super content de vous proposer l'histoire de Bloomin avec Arnaud Testu, l'un de ses cofondateurs. Pas de blabla, on se retrouve directement avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexis. Je suis ravi de te recevoir sur Expédition Tech. Alors pour parler de ton parcours et puis du parcours de Bloomin. J'aime bien dire, alors je sais pas où est-ce que j'ai vu ça dans une de tes interviews, une de tes interventions, où on est sur un projet, je dirais à mi-chemin entre la tech et l'humain. Et ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse sur Expédition Tech. Alors en deux mots, on va revenir sur Bloomin et tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus longuement ce que c'est. Mais vous proposez un outil pour les entreprises qui leur permet de mesurer l'expérience collaborateur en récupérant du feedback et surtout pour le rendre actionnable par à la fois les managers, les équipes RH et puis forcément les collaborateurs en fin de chaîne. Avant de rentrer sur Bloomin, je te propose de refaire une petite machine arrière en revenant un peu plus sur ton parcours, puisque tu as un parcours assez atypique, en tout cas varié, dans les expériences professionnelles, à la fois dans du grand groupe, dans des entités publiques, une forme d'indépendance, et puis Bloomin. Ce que je te propose, c'est que on revienne un petit peu en arrière et que tu nous embarques un peu dans ton histoire à toi. D'accord, écoute, c'est vrai que j'ai un parcours atypique, je pense que c'est intéressant de le présenter parce que ça fait vraiment écho à ce que je fais aujourd'hui. Alors sans être trop long, moi j'ai commencé en fait ma carrière dans le nettoyage industriel, je faisais du management et ce qui est intéressant c'est que j'ai fait du management dans un très grand groupe qui est un des leaders mondiaux et c'est une période où finalement j'étais plutôt très épanoui, même si je travaillais 12 heures, 14 heures par jour parfois, c'est un secteur qui est très particulier. Et à un moment donné, voilà, je me suis senti un peu fatigué et je me suis rendu compte que j'avais assez peu de reconnaissance malgré tout le travail que je fournissais. Donc j'ai quitté cette société de façon un peu brutale et j'ai fait un peu la même chose mais dans une collectivité territoriale. Donc c'est encore un autre secteur, donc secteur public. Avec des codes différents, je suppose. Avec des codes mais radicalement différents. Le vouvoiement, typiquement. On pourra parler d'onboarding, parce que c'est un des sujets qu'on traite avec Bloomin, mais je me souviens d'un onboarding où on évitait des bureaux parce que les gens étaient placardisés et on me présentait même pas les gens. Voilà, donc une belle expérience. Oui, mais voilà, c'est un peu tout, mais ça fait partie en fait de la construction en fait de pourquoi aujourd'hui on a fait Bloomin. Et dans cette expérience, voilà, est arrivé midi, j'avais plus rien à faire, j'avais très peu de pouvoir de décision, j'étais pas du tout autonome, et je me suis dit que c'était le moment de changer, de retourner vers ce que j'aimais plus jeune, à savoir l'informatique. Voilà, donc j'ai fait une reconversion à 29 ans, et après une formation de un peu moins d'un an, j'ai quitté donc la collectivité territoriale pour rejoindre en tant qu'administrateur système une start-up qui s'appelait MusiWave. Voilà, qui était dirigé par Gilles Babinet et qui faisait des services de téléchargement légal en musique, des services de streaming comme Shazam en reconnaissance musicale ou Deezer. Et donc, rien à voir, tu passes de secteur plutôt, allez, on va dire, pas très très sexy, à quelque chose d'un peu plus parlant. Il y a une logique là-dedans ou c'est plus le job qui t'intéressait ou plutôt le secteur que tu voulais complètement, où tu voulais aller complètement ailleurs ? Alors, le grand écart, le virage à 180 degrés, donc ça c'est ce que j'ai choisi en me réorientant. Après, arriver chez MusiWave, c'est aussi, je pense, la curiosité et la capacité à saisir des opportunités. Je pense que quand il y a une opportunité qui se présente, il faut pas hésiter. Voilà, donc j'ai plongé dans le grand bain. Voilà, j'en parlais avec des collègues pas plus tard que cette semaine. Les premiers jours, je faisais une réunion, je comprenais rien. Clairement, on faisait 1 heure de réunion, je n'avais rien compris à la réunion. Et donc, je commençais mes journées à 8 heures et je finissais à 20 heures. Et ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie. Voilà, c'est typiquement le genre de société où on te fait confiance, où on te responsabilise, où tu es autonome. Et ce type d'expérience qui te font grandir. Voilà, donc fort de cette expérience donc chez MusiWave, après j'ai voulu aller voir aussi un peu ailleurs. Donc, j'étais travaillé à l'ingénierie musique au sein de SFR, donc encore un environnement qui était complètement différent. C'était mes clients. Et après, j'ai souhaité travailler au sein d'un grand groupe. Donc là, encore une ambiance complètement différente. Intéressante aussi, puisque j'ai eu l'occasion de travailler chez deux fournisseurs de téléphonie mobile. Et chez certains, j'étais externe. Chez certains, les externes étaient physiquement séparés des internes, alors que chez un autre, ce n'était pas le cas. On était vraiment ensemble. Voilà. Mais tout ça, ça fait vraiment écho, encore une fois, à tout ce qu'on construit aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de faire ce chemin un peu à rebond.
Après, j'ai voulu retrouver un peu mes amours de start-up. Donc, j'ai quitté les opérateurs pour aller rejoindre une petite start-up qui développait un réseau social sur C'était pas les Facebook? moins de 18 ans. C'était pas Facebook, c'était à une époque où Facebook arrivait justement sur le marché. On voyait arriver Facebook avec les applications Facebook. Et au sein de cette société qui s'appelait Avedia, on a pu commencer à être les premiers à utiliser les API Facebook et en faire des mécaniques de jeu pour un réseau social. On a monté une société qui s'appelait Brand Ministry et qui éditait une suite logicielle qui s'appelait Nuke Suite. Voilà, et on est parti à la base des jeux sur Facebook pour faire une plateforme qui aidait les marques à piloter leur stratégie sur les réseaux sociaux. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis pris aussi quelques claques je pense que c'est fort aussi de cette expérience que ça m'a permis donc du coup d'aller plus loin et justement d'en arriver à Bloomin. Par contre, ce qui est peut-être intéressant à partager, parce que quand je parlais des différentes personnes avec qui j'ai pu travailler et évoluer dans mon parcours, j'ai aussi évolué avec des associés et je me suis aperçu d'une chose qui est peut-être un peu naïve, mais qu'on ne s'associe pas quand on est purement sur des compétences complémentaires. Et on a vraiment besoin d'avoir un espèce de socle de valeurs de base. Voilà, et je pense que c'était un peu moins le cas. Là, il n'y a pas du tout de jugement de valeur, c'est juste que je pense qu'on n'avait pas des bases, on ne partageait pas forcément les mêmes valeurs, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on devient démotivé, même en tant que fondateur d'une société, on ne devient pas très bon. Voilà, c'est exactement comme le salarié. Et justement, j'ai l'impression que, tu vois, le choix des associés, c'est quand même un choix extrêmement stratégique, même dès le démarrage d'une entreprise. Et je comprends cette notion de dépasser. Alors, certains ont des compétences complémentaires et c'est quand même une bonne base, mais effectivement, ce côté vision, valeur, partager les mêmes principes. Comment est-ce que tu arrives à détecter ça alors que potentiellement, c'est souvent pas forcément des amis, c'est des gens que tu rencontres dans un milieu professionnel. Il y a quoi? Il y a une période de test, par exemple, si on prend le cas de Bloomin. Comment est-ce que toi, tu as rencontré ton associé? Est-ce que ça s'est fait tout de suite là? Tu vois, est-ce que vous êtes démarré directement? Est-ce qu'il y avait un petit SaaS, une sorte de bac à sable dans lequel vous aviez testé de travailler ensemble? Comment ça s'est un peu passé, ça? Alors, c'est une question vraiment intéressante. Oui, c'est clé, effectivement, l'association. Et je ne dirais pas que j'ai choisi, je dirais qu'on s'est choisi. On fait parfois l'analogie avec un mariage, mais on n'est pas très loin, en fait, parce que je pense que Thomas passe plus de temps avec moi qu'avec sa femme. Et oui, on parle vraiment d'un mariage. C'est-à-dire qu'un mariage, pour que dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Et dans la vie d'une startup, c'est exactement ça. Et pour qu'on tienne le coup quand il y a des bas, il faut évidemment qu'on ait une espèce de socle qui soit assez solide. Et quand est arrivé le moment, en fait, de créer Bloomin, le moment où je cherchais un associé, il y a eu comme un espèce d'alignement des planètes où lui, Thomas, cherchait une nouvelle aventure. Là, on s'est rencontrés et effectivement, on s'était vu qu'une ou deux fois précédemment, mais il y avait déjà, si tu veux, une espèce de, je dirais pas un match, voilà, mais je pense qu'on avait quand même compris qu'il y avait une espèce voilà, de socle de valeur un peu. Enfin, c'est des choses qui se ressentent aussi. Je pense que l'intuition, c'est vraiment un sujet, par ailleurs. Et oui, effectivement, on ne s'associe pas comme ça. Donc, on a fait une période de test. On a travaillé pendant 4 mois ensemble, sans être associés. Sur Bloomin. Sur Bloomin. Et quand il s'est agi de dire, écoute, c'est bon, je pense qu'on est assez compatibles, on ne s'est pas tapé dessus, on a tous les deux des valeurs un peu socles, c'est parti, on y va. Et alors, toutes ces expériences-là, la rencontre avec Thomas, comment est-ce que Bloomin commence un peu à sortir de terre? En tout cas, l'idée de Bloomin, l'idée initiale, alors je sais qu'elle a aussi évolué depuis, mais comment est-ce qu'on arrive entre toutes ces expériences-là qui te nourrissent a posteriori, tu comprends un peu la logique de tout ça, mais comment est-ce que tu arrives avec Thomas à créer justement le premier socle de Bloomin? Alors, à l'initiative de Bloomin, il y a une application que j'ai développée via ma petite structure, en tout cas l'idée, pour le groupe Randstad. Le groupe Randstad est un groupe qui est particulièrement innovant s'agissant des ressources humaines. C'est leur cœur de métier, par ailleurs. Forcément. Et il y avait une problématique chez Randstad, c'était d'identifier ce qui était enchantant, désenchantant pour les consultants. Les consultants, ce sont les vendeurs, donc ceux qui ramènent le chiffre d'affaires. Voilà, le groupe a un certain nombre d'enquêtes, déjà. En interne. En interne, des annual surveys, des people surveys, tout un arsenal en fait de moyens de feedback. Mais malgré tout, on n'arrivait pas à savoir ce qui enchantait, désenchantait les consultants. Et donc là, avec le DRH de l'époque, Michel Montagu, on a eu l'idée de créer une application innovante qui consistait en un changement de paradigme. Le premier changement de paradigme,
c'était la transparence. On a décidé que c'est un système d'enquête, si tu veux, que les réponses qui étaient données par les collaborateurs étaient transparentes. C'est-à-dire que je réponds à l'enquête, instantanément, je vois ce que les autres ont répondu, de façon anonyme. Ce qui est quand même très très rare parce que souvent on nous demande, pour l'avoir vécu, on nous demande de répondre à des enquêtes, à des même parfois de manière hebdomadaire, etc. Mais on ne sait pas vraiment où vont les résultats, ce qui en est fait, et est-ce qu'on est tout seul dans ce cas-là, dans cette situation-là, Ouais. à avoir ce ressenti-là, peut-être potentiellement ce mal-être. Et effectivement, là déjà, tu casses une première barrière qui est, c'est quasiment de l'instantané. Un petit peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, tu vois, sur Instagram, quand tu réponds à des sondages, tu as tout de suite les pourcentages de qui a répondu la même chose que toi, etc. Donc déjà, ça, tu le ramènes dans un monde interne de l'entreprise, dans l'entreprise. Alors complètement. Et alors aujourd'hui, Bloomin n'a rien à voir avec ce que j'avais fait pour le groupe Randstad. Mais par contre, dans l'ADN, il y a la transparence et qui est clairement un héritage de ce qu'on a fait pour Randstad. Et on voulait quelque chose de fun, de ludique, de sympa. Il y en a marre des enquêtes un peu où de toute façon, on met 30 minutes pour répondre, c'est pas drôle. Aujourd'hui, les gens sont sur Instagram, ils sont sur WhatsApp. Enfin, tu n'as juste pas envie de répondre à une enquête qui est désenchantante. Voilà. Donc il fallait que la démarche incarne ce que vivent les gens et quelque chose qui soit enchantant. Donc ce paradigme-là, on l'a gardé également dans Bloomin. Déjà, à l'époque, il y a plus de 4 ans, on avait déjà mis le doigt sur le fait que ce qui était différenciant, c'était de faire quelque chose du feedback. Et c'est vrai que j'ai l'impression que, alors peut-être que c'est sur l'échelle des grands groupes où tu as un nombre de données qui est quand même conséquente, etc. Et en fait, entre le moment où tu te dis, OK, je démarre l'enquête, et je termine l'enquête, j'analyse les résultats. En fait, il peut se passer effectivement presque parfois 6 mois. Et donc, on peut questionner aussi la pertinence. Est-ce que les résultats sont toujours pertinents? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire telle et telle action, de monter tel projet? Et donc là, tu as quelque chose aussi de plus actionnable parce que l'information est aussi peut-être disponible plus rapidement. Comment est-ce que sur un marché quand même... alors, j'allais pas dire qu'il est saturé, mais sur lequel il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés sur l'expérience collaborateur, l'enquête, récupérer du feedback, connaître un peu le ressenti des collaborateurs au sein d'une entreprise. Je pense j'ai fait mes devoirs, j'ai noté Office Vibe, Zest, Supermood, etc. Concrètement, c'est quoi votre point de différence? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à... Et comment est-ce que surtout vous êtes positionné par rapport à ces acteurs-là? Alors oui, il y a beaucoup d'acteurs. C'est historiquement un marché sur lequel il y a une faible barrière à l'entrée. Donc on peut imaginer qu'on peut rapidement développer un produit. Maintenant, le marché a beaucoup évolué. Typiquement, on a vu il y a 4 ans plusieurs acteurs arriver sur le marché, dont nous. Et on voit aujourd'hui un marché se consolider avec des angles assez différents. S'agissant de Bloomin, on est clairement sur l'expérience collaborateur. Et on a, si tu veux, quelques piliers qui aujourd'hui sont pour nous les raisons pour lesquelles nos clients sont fidèles. Des clients qui nous suivent depuis 4 ans et qui sont clairement un angle de différenciation. Alors peut-être pour commencer, la première des différenciations avec nos concurrents, c'est la flexibilité. Nous sommes un outil qui est 100% flexible. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai, il n'y a aucune entreprise qui va prendre des questionnaires sur étagère et les poser à ses collaborateurs. Ça ne marche pas. On peut les envoyer, vous aurez des taux de réponse qui seront faibles et vous rentrez dans une démarche désenchantante. Non. Le troisième pilier, c'est l'actionnabilité. C'était déjà aussi un héritage. Le feedback ne fait sens aujourd'hui que s'il est actionnable. Et aujourd'hui, les collaborateurs sont tous suffisamment informés pour savoir de ce qu'on fait en fait Quelle va être la conséquence de leur feedback et qu'est-ce qui va être mis en place justement pour... Voilà. Et pour que ça soit actionnable, et c'est là, je pense aussi, une grande différence avec certains de nos concurrents, c'est que Bloomin est accessible à la fois à l'état-major. Donc, je suis DRH d'un Leroy Merlin, d'une BU ou d'une division chez Orange, peu importe. Je peux piloter le feedback. Je suis manager, je suis directeur d'un magasin, j'ai 200 collaborateurs dans mon magasin. Je peux piloter la démarche à mon niveau, tout en gardant un accès à l'état-major vu d'ensemble. Mais de la même façon, je suis un chef d'équipe, j'ai 10 personnes sous ma responsabilité, et bien moi aussi, je peux exploiter mes résultats et je peux les mettre en action. Et tu me disais juste avant que, effectivement, c'est un marché sur lequel il y a assez peu de barrières à l'entrée.
Est-ce que le fait que, et ça va être le prochain sujet sur la partie tech et recherche, qui est quand même une des composantes majeures de Bloomin, est-ce que, alors c'est une double question. Dans un premier temps, est-ce que ce pan de recherche que vous avez intégré rapidement vous a créé un avantage compétitif par rapport aux autres acteurs du marché? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'y avoir inséré de la recherche augmente aussi le niveau, les barrières à l'entrée qu'on pouvait avoir parce que c'est peut-être plus compliqué d'arriver un petit peu comme ça sans avoir, tu vois, tous les outils, toute la tech et toute la recherche que un Bloomin a pu mettre en place, par exemple. Aujourd'hui, pour arriver à un niveau de maturité comme Bloomin et être en capacité à pouvoir adresser des centaines de milliers de collaborateurs sur des groupes qui font des centaines de milliers de personnes, on a besoin d'avoir une plateforme qui est bien architecturée, ultra scalable. Et ça, alors, c'est déjà une première barrière à l'entrée. Forcément. Plus tu as data, plus tu complexifies aussi la plateforme, la compréhension des données, etc. Voilà, donc c'est des systèmes d'architecture de gestion de données, de réplication de données, voilà. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est une première barrière à l'entrée, je veux dire, qui va se construire avec le temps, mais qui est moins de l'ordre de l'innovation ou de la recherche. Parce que oui, la recherche, ça crée une barrière à l'entrée et de facto, alors ça fait sens d'un point de vue évidemment des clients, mais aussi d'un point de vue des investisseurs quand il s'agit de grandir et de peut-être envisager des levées de fonds. Donc, voilà. Mais aussi, cette recherche débouche sur des innovations qui sont des innovations côté produit et qui sont en face d'un marché. Voilà, donc elle est récolter des parts de marché. Alors, j'identifie trois secteurs de recherche chez Bloomin. Le premier, donc, c'est ce qu'on appelle le NLP, le traitement automatique du langage, Natural Language Processing. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour des néophytes de base? Alors, pour des néophytes, c'est en une phrase, c'est être en capacité d'interpréter des verbatims. Donc ça, c'est un axe de recherche important. Je disais que l'outil était à la fois à la main du manager de proximité comme celui d'état-major. Quand on est état-major d'un grand groupe et qu'on a des milliers de verbatims ou des millions, peut-être juste de rappeler que le quali, le verbatim, le commentaire, c'est ce que dit la personne, c'est ce qui a presque le plus de valeur. Donc, être en capacité à analyser simplement, justement pour ne pas tomber dans l'écueil de je fais une enquête et 6 mois après, je fais quelque chose. Non, on a besoin de pouvoir analyser rapidement les verbatims. Donc, on a un docteur chez Bloomin qui travaille sur ce sujet. Il y a un deuxième angle de recherche que j'aurais peut-être presque pu positionner en premier, c'est ce qu'on appelle l'UX, la user experience. C'est un levier important chez Bloomin. On a beaucoup de ressources qui sont dédiées à la user experience et on va capitaliser sur des entretiens avec nos clients, des entretiens avec les utilisateurs, des entretiens avec des bêta-testeurs pour essayer d'avoir un produit qui soit au plus proche de l'usage. Et donc, si tu veux, par effet domino, tu auras des meilleurs taux de participation, plus d'engagement des collaborateurs dans la durée. Ça doit être simple aussi pour ceux qui vont créer les enquêtes. Je suis manager, mon travail, c'est d'encadrer les gens. Mon travail, c'est pas de paramétrer pendant 2 jours une plateforme. Donc ça doit être très simple. Donc l'UX, c'est un axe de recherche fondamental chez Bloomin. Et le dernier axe de recherche, c'est celui c'est la science humaine et sociale. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, il y a 3 types d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, ce que je ressens, l'intelligence rationnelle, ce que je suis en capacité de faire, et l'intelligence spirituelle, qui fait plus écho aux valeurs. Aujourd'hui, on a investi, on pourra en discuter sur la difficulté de travailler avec des chercheurs dans un environnement startup, avec pas toujours la même temporalité. Mais on a investi dans un chercheur sur ces sujets pour nous permettre de construire des enquêtes qui soient plus engageantes. Si tu veux, le paradigme, et j'y crois vraiment profondément, c'est comment à un moment donné, les collaborateurs sont en capacité de trouver du sens dans ce qu'ils font et de trouver une raison d'être. Alors ça, c'est extrêmement multifactoriel et c'est tellement profond. Et c'est tellement lié à la performance de l'entreprise, à la performance individuelle, au turnover, à tous ces sujets, que réfléchir à comment on peut structurer des questionnaires en s'articulant autour de ces sciences-là, pour moi, c'est assez clé.
Et alors justement, tu m'as tendu une perche tout à l'heure en me parlant de temporalité. Dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, vous avez eu deux, mais maintenant vous travaillez avec un chercheur qui travaille justement sur ces trois volets de recherche dont on a parlé. Tu me parlais de temporalité. Globalement, effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est la temporalité d'un chercheur, elle est bien différente. La temporalité d'une entreprise comme Bloomin, qui a besoin de tester rapidement le produit, d'avoir une traction, d'accélérer, de se développer, tout ça dans un espace de temps qui est le plus réduit possible. Comment est-ce que concrètement, toi, tu fais matcher un peu ces deux mondes-là au sein d'une même entreprise? Alors, c'est pas facile. C'est plus facile lorsque tu recrutes un docteur. Donc, un docteur, c'est un jeune doctorant ou pas un docteur, une personne qui est déjà diplômée, parce que c'est une personne qui est déjà opérationnelle et qui, du coup, aura la temporalité de la société. Alors, peut-être une remarque, parce qu'on en parlait avant de faire le podcast. Je pense que c'est vraiment intéressant, enfin, pour un docteur, que d'intégrer une startup, puisque la startup va être en capacité à accompagner le docteur, justement, à lui changer de temporalité, passer d'une temporalité académique, pour peu qu'on ait fait un postdoc, à une réalité où l'innovation c'est clé, voilà, économique, l'innovation c'est clé. Maintenant, il faut quand même aussi mettre en ligne des fonctionnalités. Bloomin a aujourd'hui un peu plus de 4 ans d'existence. Peut-être qu'on aurait pu embaucher le docteur plus tôt dans l'entreprise. Si c'était à refaire, ce serait peut-être une des pistes, parce qu'aujourd'hui, on est quand même bien aidé. Dès le démarrage ? Ouais, parce qu'effectivement, on est aidé, notamment avec le crédit d'impôt recherche, et ce sont des recrutements qui ne coûtent pas, ou coûtent pas ou peu à l'entreprise. Donc, si c'était à refaire, peut-être que dès le début de l'entreprise, on aurait peut-être pu investir, faussement investir, encore une fois, puisqu'on est beaucoup aidé avec le crédit d'impôt recherche, peut-être pu faire ce recrutement plus tôt. Mais oui, effectivement, cette temporalité de 3 ans, c'est un vrai sujet, quoi. Est-ce qu'il y a une chose, avec le recul, en 4 ans avec Bloomin, que tu aurais aimé savoir, peut-être notamment sur le volet recherche? Alors, tu m'as déjà parlé du fait de peut-être anticiper cette partie recherche-là en amont. Mais est-ce qu'il y a un conseil ou une idée que tu aurais voulu, je dirais, anticiper au moment où tu t'es lancé avec Thomas sur Bloomin? Le recrutement est quelque chose de difficile. Je pense qu'être bien accompagné sur le recrutement, c'est un sujet pour une startup parce qu'une erreur coûte cher. Je reviens sur effectivement l'investissement dans la recherche qui aurait pu être fait plus en amont, puisqu'encore une fois, c'est un coût qui est négligeable avec, pour le coup, un retour sur investissement qui est énorme. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui se créent avec un petit peu comme fer de lance, la tech. On met la tech en avant, on met le produit, etc. On le sait, en tout cas, on l'anticipe, mais dans 10, 15 ans, certains métiers vont disparaître, potentiellement détruits par la tech, mais aussi d'autres métiers vont arriver, des nouveaux métiers dont on n'entend pas forcément parler aujourd'hui. De votre côté, on l'a bien compris, il y a une forte sensibilité tech du produit, mais le produit est tourné vers l'humain pour améliorer justement les interactions et la collaboration dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes posé justement l'impact de votre produit sur l'emploi? Alors oui, on peut imaginer qu'en automatisant, en rendant autonome certains collaborateurs, évidemment que ça fasse moins de travail pour des managers ou des DRH. Mais en fait, je pense que c'est un faux problème. Je pense qu'au contraire, ça va vraiment permettre ou à des nouveaux métiers d'émerger autour de la psychologie, l'accompagnement, le coaching, mais au sens managérial du terme. Ça va permettre aux managers de se renouveler, de grandir. Je ne suis pas certain que ce qu'on fait soit destructeur d'emploi. Je crois que c'est plutôt une façon de plutôt tirer en fait le meilleur des jobs d'aujourd'hui et de demain. Je te vois vraiment, vraiment plutôt comme ça. Et tu parlais de lien social. La crise du Covid est caractéristique. Culturellement, on a besoin, enfin humainement, on a besoin de liens. On est un animal social. Culturellement, on a besoin de voir ses collaborateurs. Nous, on le voit dans les résultats des enquêtes qu'on fait, et tu peux le lire ailleurs. Voilà. Ce lien social est quelque chose de structurant. Donc, je pense qu'on a tout à
gagner qu'à développer des solutions qui vont créer ce lien. Il y aura d'autres métiers qui vont se créer, mais notamment pour entretenir ce lien. Bah écoute Arnaud, c'est une belle conclusion à cet épisode. Je te remercie pour ton temps et je te souhaite une belle expédition avec Bloomin. Eh bien, merci Alexis, j'étais ravi de participer. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre conversation avec Arnaud, le meilleur moyen de soutenir Expédition Tech, eh bien, c'est de partager le podcast à vos collègues et à vos amis. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez également le noter sur Apple Podcast ou iTunes. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Expédition Tech et ça nous motive à préparer la prochaine saison du podcast. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.